En septembre 2014, j'intégrais la NRT pour 9 mois avec le projet de travailler sur la traduction typographique de notations musicales médiévales et plus précisément des notations dites de Saint-Gall et de Metz. Ces notations, qui permettent de traduire les inflexions du chant liturgique, émergent entre la fin du 8e siècle et le 10e siècle au sein de l'Empire carolingien. Pour certaines, elles persisteront pendant plusieurs siècles. L'apparition de ce système de transcription graphique de la mélodie met fin à une transmission orale de la liturgie. Le chant pratiqué dans le royaume carolingien est réformé sous l'impulsion de Pépin le Bref puis de Charlemagne, dans une volonté d'unification du territoire. Surtout, en confiant à Chrodegang, alors évêque de Metz, la mission de réformer le chant gallican, Charlemagne cherche à s'attirer les faveurs de l'Église catholique, en promettant de faire correspondre les pratiques mélodiques carolingiennes à celles du vrai chant de l'Église. Les différentes réformes ainsi mises en place par les rois carolingiens vont impliquer pour les chantres un réapprentissage rapide d'un très grand corpus mélodique. Il devient soudainement nécessaire de noter ce nouveau chant afin de pouvoir le réinterpréter. On l'appellera d'abord chant messin, puis chant grégorien. Cum audis quia Iesus venit Jerusalema, ad ceterum trados palmarum. En même temps que l'apparition de ces toutes jeunes notes carolingiennes, appelées neumes, on voit également surgir dans les graduels du royaume une nouvelle façon de dessiner la lettre. La minuscule carolingienne est mise au point dans les scriptoria. Cette concomitance entre la mise au point des ancêtres de nos notes musicales et du modèle de notre alphabet minuscule m'a particulièrement interpellé. Sur une très courte période, parfois appelée Renaissance carolingienne, les pratiques scripturales sont bouleversées. La page des graduels carolingiens s'anime d'un rythme tout à fait particulier, comme ici sur le graduel de Laon, un ouvrage majeur du IXe siècle, où l'écriture messine en vol d'hirondelle et la minuscule carolingienne cohabitent et dialoguent d'une manière très élégante au fil des pages. Ou encore, comme dans les nombreuses productions de l'abbaye de Saint-Gall en Suisse, un scriptorium majeur qui va développer l'autre grande notation musicale que les historiens et les musicologues retiendront. La notation sangalienne est assez similaire morphologiquement à l'écriture messine, mais elle possède un rythme visuel plus linéaire et saccadé, s'attardant sur d'autres détails mélodiques du chant. Il serait trop long de détailler ici précisément la façon dont on peut lire ces signes, et je n'en serais d'ailleurs sans doute pas parfaitement capable, de nombreuses subtilités m'échappant encore. Mais en prenant ce porrectus de la notation de Saint-Gall, on retiendra que les neumes sont en fait des retranscriptions des mouvements vocaux. Ils ne notent pas précisément la hauteur des notes, comme la partition moderne, mais plutôt le trajet relatif à effectuer entre chacune de ces notes. Notre porrectus est un signe de 3 notes. Pour se rendre de la première à la deuxième, la voix doit effectuer un mouvement en cloche, un mouvement retombant. La deuxième note est donc plus grave que la première. Puis, pour atteindre la troisième note, la voix doit effectuer un mouvement ascendant. La dernière note du signe sera donc plus aiguë que la seconde. Dans certains cas, cette troisième note pourra également être à l'unisson de la seconde. Mais pour notre exemple, gardons ce principe simple. Une direction du signe correspond à une direction de la voix. Parfois, pour préciser les signes, et particulièrement dans la notation de Saint-Gall, des accents, appelés épicèmes, sont ajoutés. Ils indiquent souvent un allongement des notes qu'ils marquent. Ici, les 2 premières notes du porrectus sont longues, la dernière est courte. Souvent, c'est l'ajout de lettres qui précise le signe. Le C placé au-dessus des 2 premières notes indique qu'elles sont courtes. Le C vaut pour céléritaire, rapidement. Parfois encore, le signe est orné sur sa note finale, indiquant qu'une liaison particulière sera effectuée avec la syllabe chantée suivante et préparant ainsi le chantre à son exécution.
Ces liquescences peuvent par exemple apparaître entre G et N pour gne ou M et N pour mne. Enfin, plus rarement dans la notation de Saint-Gall que dans celle de Metz, on trouvera également des ruptures neumatiques, une décomposition du signe pour marquer clairement les temps. Ici, notre porrectus se transforme en une clivis avec épicème, auquel on ajoute une virga. Le tout marquant clairement la différence de temps entre les deux premières notes longues du signe et la troisième, plus légère. Toutes ces informations portées par les neumes carolingiens sont souvent complémentaires aux informations de la notation contemporaine. C'est la raison principale qui fait qu'aujourd'hui, ces notations sont toujours en usage. Elles sont évidemment utilisées par les musicologues, qui les analysent, les déchiffrent et comparent leurs particularités et différences mélodiques avec notre manière actuelle de chanter les textes, mais aussi par les praticiens, qui se servent des informations spécifiques notées par ces écritures et les croisent avec les informations complémentaires de la notation carrée contemporaine, afin de retranscrire une mélodie la plus fidèle possible au chant médiéval. Cette coexistence entre les notations médiévales, la notation carrée et le texte à interpréter donne lieu à des situations de lecture et de mise en page inédites, où parfois 3, voire 4 systèmes d'écriture doivent cohabiter et être lus simultanément. Pour résoudre cette difficulté, des logiciels de mise en page spécifiques ont été développés. C'est notamment le cas de Gregorio, avec lequel j'ai travaillé. Si, au sein de Gregorio, une première version des signes musicaux carolingiens de Metz et de Saint-Gall ont été intégrés, ceux-ci sont des numérisations relativement fragiles. La tâche que j'ai menée, c'est donc appuyer sur cette première version des neumes, intégrée dans un fichier typographique, où les différents signes ont été encodés sur les plages d'usage privé de l'Unicode. Mon rôle a donc essentiellement consisté à améliorer l'aspect général de ces signes. Pour ce faire, je me suis avant tout appuyé sur les occurrences contemporaines des signes, tracées avec des outils produisant peu ou pas de contraste, en croisant ces observations avec celles de manuscrits réalisés à la bibliothèque de l'abbaye de Saint-Gall, ou grâce aux reproductions numériques disponibles. Je me suis enfin appuyé sur une pratique personnelle de l'écriture de ces signes, à la recherche d'une certaine cursivité, d'une certaine déformation du ductus liée au tracé avec des outils actuels. Mon objectif était en fait, à travers ces exercices et observations, de faire émerger une forme qui ne soit pas une copie nostalgique d'un tracé médiéval, mais plutôt une interprétation typographique subjective, en adéquation avec les occurrences actuelles des signes musicaux. Le résultat de cette recherche, ici encore sur la notation de Saint-Gall, est donc une traduction graphique qui garde une certaine informalité, une certaine vitesse de tracé liée à l'écrit. Par exemple, les sorties du signe restent obliques, les signes gardent des reliquats d'un tracé réalisé sans lever la plume, d'un tracé réalisé rapidement, et enfin la notation est dessinée avec un très faible contraste entre plein et délié, lui conférant un aspect proche de ses occurrences écrites contemporaines et traduisant les signes dans un vocabulaire typographique actuel. Ce principe est ensuite décliné et appliqué également sur la notation messine pour produire deux ensembles cohérents et équilibrés. Une fois ce travail réalisé, en retournant à l'observation et à la comparaison des parchemins médiévaux avec les sorties produites par Gregorio, je me suis assez rapidement rendu compte qu'une harmonisation des notations musicales n'allait pas suffire, et qu'une grande partie de la cohérence graphique des manuscrits tenait également dans la relation calligraphique entre la minuscule carolingienne et les signes musicaux. Je me suis donc penché de plus près sur ces formes alphabétiques afin d'en proposer une interprétation. Je décidai alors d'appliquer les mêmes choix que dans le dessin des neumes pour le travail de dessin d'un alphabet latin. Ceci dit, je décidai également que cet alphabet serait tout de même un peu plus formel, un peu plus stable et maîtrisé que les notes qui l'accompagnent. L'idée était ici d'obtenir le même degré de différence de formalité entre alphabet et neume qu'un observateur pourrait retrouver dans les manuscrits médiévaux. En effet, leur subtile distance graphique me semblait permettre une différenciation claire entre les signes, sans pour autant briser l'harmonie générale de la page. Carolinéal, le caractère qui en résulte, s'appuie donc sur les formes les plus symptomatiques de la minuscule carolingienne et en propose une interprétation monolinéaire qui cherche à en garder l'ADN tout en restant la plus stable et lisible possible pour les yeux du XXIe siècle.
Le caractère intègre également des éléments plus discrets de la minuscule carolingienne, comme ses extrémités marquées. Ces grands principes sont ensuite déclinés sur tout l'alphabet, y compris sur des signes absents du corpus carolingien, comme certaines lettres minuscules ou bien les chiffres. C'est également le cas pour les majuscules. Les manuscrits carolingiens faisaient cohabiter un grand nombre de styles de majuscules différentes. Carolinéal décide de ne garder qu'un seul ensemble, aux formes classiques pour un caractère contemporain. Tous ces choix sont ici faits pour trouver un équilibre subtil et satisfaisant entre référence aux sources observées, import des qualités de la minuscule carolingienne pour créer des formes singulières, et calme, stabilité et lisibilité. Une fois cet équilibre trouvé et les signes essentiels dessinés, le caractère se dote également de tout un ensemble de signes spécifiques et d'accents qui permettent de répondre aux besoins de composition de tout type de situation éditoriale. L'objectif est ici de pouvoir composer avec le caractère et ses signes musicaux des textes scientifiques homogènes autour des notations, mais aussi de réaliser avec Gregorio ou d'autres logiciels des transcriptions de partitions agréables et claires. Alors évidemment, tout ce processus ne s'est pas passé de manière linéaire, et cette recherche a largement débordé les 9 mois initiaux prévus à la NRT. En réalité, à l'été 2015, je n'avais qu'une première version de la notation de Saint-Gall et qu'une première version de l'alphabet. En 2017, grâce à une bourse de recherche accordée par le CNAP, je commençais à développer les différentes graisses du latin et augmentais son set de caractères. J'intégrais également les signes de la notation messine. Et puis, en 2018, je présentais le caractère à Alejandro Lo Celso, de la fonderie Pampa Type, et je commençais alors à reprendre l'alphabet latin de Carolinéal, sous ses conseils, en vue d'une publication grand public. Depuis 2019, c'est ce travail qui occupe mon temps libre, lorsque je ne travaille pas sur des travaux de commande en design graphique. Le développement d'un italique pour accompagner l'alphabet est également en cours de réalisation, une invention pure, ajoutée au projet, puisque ne pouvant se baser sur aucune source médiévale. Cette nouvelle phase de production a pour objectif de réaliser un ensemble alphabétique complet et cohérent, permettant aux futurs utilisateurs de composer tout type de texte, qu'ils soient liés ou non à l'ère carolingienne et au chant grégorien. L'alphabet latin de Carolinéal prend donc aujourd'hui son envol et son indépendance, et sera, je l'espère, disponible d'ici la fin de l'année à la vente sur le site de Pampa Type. J'ai hâte de découvrir les premières utilisations qui seront faites de cette linéale humaniste qui puise ses racines dans les graduels de chants carolingiens, calligraphiés d'une rive à l'autre du Rhin, entre le 9e et le 10e siècle. Je vous remercie pour votre attention et je remercie également chaleureusement les rencontres de Lure et la NRT pour cette invitation.